Nous avons déjà notre dernier panéliste qui est dans la salle. Il s'agit de Monsieur Guillaume Jondo. Guillaume Jondo, il est juriste. Il est juriste, mais aussi social media manager de profession. Il gère actuellement les réseaux sociaux du gouvernement togolais et la présidence de la République. Il va nous entretenir ce matin sur la réputation en ligne. Donc, il va essayer de nous faire le point sur comment nous protéger notre vie privée et notre réputation en ligne. Monsieur Guillaume, bonjour. Monsieur Guillaume, vous êtes avec nous? Bonjour, oui, je suis avec vous. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Bonne Très bien, arrivée. merci. Bonjour à tous les participants. Je vais rapidement essayer de partager quelques minutes avec vous parce que je suis un peu entre deux activités, ce qui a fait que j'ai dû partir entre-temps avant de revenir. Et aujourd'hui, j'ai pour exigence de partager quelques petites astuces avec vous concernant la protection de la vie privée et la réputation en ligne. Donc, très rapidement, j'ai mon PowerPoint avec vous. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran maintenant? Je crois que c'est en train d'arriver. Oui, c'est bon maintenant. D'accord. Parfait. Donc, j'ai été déjà présenté, mais je le refais au risque de peut-être me le répéter. Je suis Guillaume Diondo, je suis responsable digital présidence togolaise. J'ai pour obligation de gérer la présence en ligne de la présidence et du gouvernement d'une certaine façon. Et la session d'aujourd'hui a pour but de partager un peu d'expérience avec la communauté en ce qui concerne notre vie privée en ligne et également notre e-réputation, ce qu'on appelle notre réputation en ligne. Et pour partir tout de suite euh, aujourd'hui, voilà, il est très facile pour nous de nous connecter, soit par des terminaux, téléphones, tablettes, soit par d'autres supports plus performants comme les ordinateurs. Mais tout ça passe nécessairement par Internet et par les réseaux sociaux ou les applications que nous utilisons. Ces outils et médias sont incontournables et font partie intégrante de notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons dû nous adapter à leur usage. Euh, et aujourd'hui, notre quotidien plus facilement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est au même moment que ces outils nous aident à facilement gérer un grand nombre de nos informations sur notre. Allô? Oui, je crois que la connexion est en train de bugger plus ou moins. On vous reçoit Donc, je disais, par intermittence. Je crois que notre panéliste a des difficultés au niveau de la connexion. On a du mal à le recevoir.
Monsieur Guillaume, vous pouvez peut-être quitter la réunion, revenir, peut-être que ça peut l'améliorer. Bon, Donc, je parfait, disais, c'est réglé, parfait. d'accord, merci bien. Et je disais, voilà, que ces terminaux que nous avons nous ont permis de facilement communiquer avec des proches à l'étranger, des gens qui ne sont plus dans notre entourage immédiat. D'une certaine façon, nous permettent facilement de gérer notre quotidien. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au même moment que ces outils nous facilitent le quotidien, ils récupèrent un grand nombre de données personnelles sur notre vie privée. Et souvent, ces données partent soit de l'historique de navigation, soit de la géolocalisation, parce qu'on s'est déplacé d'un endroit à un autre, soit par les échanges de SMS ou des informations que des personnes mal intentionnées peuvent récupérer facilement, exploiter contre nous. On connaît l'exemple des nudes, des gens qui sont en relation de couple aujourd'hui, qui s'entendent très bien et qu'après séparation, on se retrouve facilement à envoyer ou à partager la nudité ou les informations personnelles de la personne avec qui on a été par le passé, avec ses amis, avec des inconnus, de sorte en fait à ridiculiser la personne ou à l'intimider. Donc, je disais tout à l'heure que tout ça rentre dans les informations personnelles que nous avons. Donc, aujourd'hui, il existe une réglementation qu'on appelle le RGPD. C'est le Règlement général de la protection de données. Un règlement qui a été mis en place par le Parlement européen et qui est valable non seulement dans l'Union européenne, mais dans plusieurs autres pays, suite à un scandale qu'il y a eu pour la vente des données personnelles effectuées par le réseau social Facebook. Et c'est suite à ce scandale qu'il y a eu un règlement qui a été adopté au Parlement européen afin de protéger les populations. Selon les analyses, c'est un règlement qui n'avait pas existé ces 20 dernières années et c'était l'initiative la plus importante en matière de protection de vie privée. Ce règlement a été initié parce que à un moment donné, les gens étaient soucieux de l'usage qu'on faisait des informations personnelles qu'on récoltait sur les gens. Et il était question de protéger les droits et les libertés des personnes physiques. Et ce règlement est venu établir des exigences strictes en matière de procédure de traitement des données, de transparence, de documentation et exige depuis un moment le consentement des personnes en question. C'est pour ça que depuis un moment, vous allez vous rendre compte que quand vous allez sur un site web, on vous demande de personnaliser soit vos cookies ou soit de les accepter dans leur intégralité afin qu'on puisse passer à l'étape supérieure ou passer à une autre page. Euh, Dans la même logique, le RGPD a permis de développer plusieurs initiatives. Aujourd'hui, il existe la page que je vous montre là, Cookiebot, qui permet de tester un site web ou éventuellement un réseau social afin de s'assurer qu'il respecte les droits et les libertés des utilisateurs ou des internautes. Pour aller plus loin, il existe un site aujourd'hui et je me suis permis de ne pas screenshotter tout le site parce que ce site est d'une certaine façon ce que je considère comme la meilleure interface pour pouvoir avoir toutes les informations en ce qui concerne la vie privée. Je vais quand même me permettre de partager le site en question avec vous. Le site, c'est guide-protection-numérique.com. Et on va essayer de faire un détour dessus.
pour que vous puissiez constater comment ça marche. Donc là, je suis sur le site en question. Pour l'instant, je repartage mon écran. Voilà. Voilà. Donc là, quand vous arrivez sur le site, vous avez toutes les informations qui sont importantes en ce qui concerne la protection de la vie privée, notamment la cyberviolence conjugale, la protection de votre téléphone, la protection de votre ordinateur, les sécurités de navigation qu'il faut lorsque vous vous connectez à Internet, la sécurité qu'il faut adopter lorsqu'on utilise ces réseaux sociaux, la sécurité pour son adresse mail ou ses adresses mail et la sécurité des informations lorsqu'on a des comptes bancaires ou des comptes administratifs. Quand je parle, par exemple, sur la question de protection de son téléphone, il y a des conseils essentiels qui existent, notamment sécuriser toute la communication que vous avez avec les gens, éviter que ce soit intercepté par des personnes mal intentionnées. Et lorsque vous constatez que les informations confidentielles comme des SMS ou des appels vocaux sont connues d'une tierce personne, ça voudrait dire en réalité qu'il y existe un logiciel ou une unité de surveillance qui enregistre vos données. Et souvent, ça passe par les outils que nous utilisons au quotidien, notamment Skype, WhatsApp, Telegram, Signal. Et de plus en plus, c'est vrai qu'il y a ces plateformes ou ces réseaux sociaux qui nous indiquent qu'ils adoptent un cryptage, mais selon les analyses, il existe très peu qui sont sécurisés. Euh, à part la protection du téléphone, existe également la protection des applications que vous utilisez. Et très souvent, on commet la maladresse de ne pas lire le règlement ou les conditions d'utilisation avant d'installer les applications. Très souvent, toutes les informations sont intégrées dans les conditions d'utilisation. Et donc, pour s'assurer que l'on ne commet pas de bévue ou que l'on ne n'installe pas un malware ou un logiciel espion, il faut d'abord lire de bout en bout les conditions d'utilisation avant d'installer l'application en question. En prenant par exemple le cas, toujours concernant l'usage du téléphone, lorsque il arrive que l'on perde son téléphone, qu'on l'oublie quelque part ou qu'on se le fasse voler, lorsqu'il arrive un de ces trois cas, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de penser tout de suite à la protection de vos données qu'il y a dans le téléphone en question. Et souvent, ça passe par l'historique de votre communication, les gens que vous avez appelés ou les gens qui vous ont appelé, les photos que vous avez sauvegardées dans votre galerie, les comptes auxquels vous vous êtes connectés, soit les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou LinkedIn, ou éventuellement les comptes Gmail, soit d'adresses professionnelles ou d'adresses personnelles auxquelles vous vous êtes connecté. Et souvent, ce qu'il y a, c'est que pour la sécurité, il faut mettre un code PIN ou un schéma de sorte que lorsqu'une personne tombe sur votre téléphone, cette personne ne puisse pas facilement déverrouiller le téléphone en question. C'est vrai qu'il existe des outils, mais au moins, lorsqu'on vole votre téléphone et qu'il est verrouillé, ça donne un peu de fil à retordre à la personne en question avant de pouvoir accéder à vos informations. Donc souvent, il est recommandé de mettre un code en question afin de ne pas laisser le téléphone totalement nu. Et il est aussi indiqué, quand vous achetez un téléphone, de garder régulièrement les informations liées au téléphone en question, notamment le numéro de série du téléphone, ou d'activer, aujourd'hui c'est souvent sur les Samsung et les iPhones, d'activer euh, un paramètre qui permet de traquer le téléphone lorsqu'il est perdu.
Euh, je reviens rapidement. Je reviens rapidement maintenant aux ordinateurs. Il est recommandé aussi de protéger son ordinateur lorsqu'on veut protéger sa vie privée. Parce qu'aujourd'hui, à part le téléphone, l'autre outil que nous utilisons régulièrement, c'est l'ordinateur. Et souvent sur l'ordinateur, nous avons beaucoup de contenu, que ce soit des documents personnels ou professionnels, que ce soit des photos personnelles ou professionnelles, ou que ce soit les historiques ou des mots de passe enregistrés en ligne liés à des comptes que l'on utilise régulièrement, que ce soit des boîtes mail ou des réseaux sociaux. À part la protection de l'ordinateur, je viens également aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle la double authentification lorsque vous vous connectez sur les réseaux sociaux. Comment cette double authentification se présente? Elle se présente souvent par l'inscription avec une adresse mail et la validation avec un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone souvent doit être personnel et souvent celui que vous utilisez régulièrement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une tentative de piratage de votre téléphone, il est facile pour vous d'avoir des alertes ou des notifications afin de rapidement procéder à la correction des failles de sécurité s'il y en a. C'est vrai qu'on arrive à tomber dans des pièges comme le hameçonnage ou le partage de liens comportant des logiciels espions qui récupèrent leurs informations à votre niveau et qui permettent facilement de pirater votre compte. Au-delà de ces deux éléments, il y a de plus en plus ce qu'on appelle le social engineering, qui consiste à vous manipuler, vous faire croire que l'on veut vous offrir en réalité des avantages ou de la récompense lorsqu'on utilise vos comptes sociaux, vos blogs pour partager des informations ou faire de la publicité contre une rémunération. Vous allez le remarquer depuis un moment dans la communauté togolaise, plusieurs pages d'artistes sont piratées. L'exemple le plus visible, c'est la page de Carole, la page de Kiko, et pour aller plus loin, la page de celui qu'on appelle régulièrement le web marabout de la communauté, Fils Moutet. Sa page, depuis avril, a été piratée par des Pakistanais. Et comment ça s'est passé en réalité? En réalité, c'est lui-même qui a donné les accès aux personnes en question. Et comment ça s'est fait? C'est que les personnes l'ont mis en confiance, ont créé un contact avec lui, ont échangé avec lui pendant des semaines pour le mettre en confiance, partager leur expérience avec lui, qu'elle soit vraie ou fausse. Et ça l'a permis de facilement perdre ce qu'on peut appeler comment dire ça, je cherche une expression qui puisse imager cela. Il a perdu en fait son habileté, quelque chose qui pouvait lui permettre de vite être alerté si éventuellement il devait soupçonner que les gens avaient une autre idée derrière la tête. Ce n'était pas le cas, tellement on l'a mis en confiance qu'il a fini par partager des liens avec les personnes en question. Comment ils s'y sont pris? Ils ont accédé à son Facebook Google Business. Le compte Facebook Google Business est relié à plusieurs autres comptes qu'il avait. Et quand ils ont accédé au compte Facebook Google Business, puisque c'est le seul portail qui leur permettait d'être administrateurs de ces canaux, quand ils ont eu accès à son compte, ils l'ont rétrogradé
en tant qu'analyste sur la page en question. Et depuis, c'était devenu compliqué pour lui pour récupérer la page. En réalité, c'est une ruse qui permet facilement à Facebook de ne pas répondre très vite à votre requête. Quand vous avez un souci, l'aîné Noël Tadegnon l'a dit tout à l'heure dans son intervention, avec Facebook, c'est des bots qui réagissent. Quand vous faites une plainte, on analyse la page en question pour vérifier si votre requête est fondée et on donne une suite à la requête en question. Dans le cas de notre ami, il se fait qu'il était déjà lui-même analyste sur la page. Et Facebook se demande comment il se fait que vous, en tant qu'analyste de votre page, vous dites qu'on vous a piraté. Et c'est la ruse qu'ils ont aujourd'hui, c'est rétrograder vos droits et les prérogatives que vous avez. Vous gardez quand même sur la page qui vous appartient, mais vous ne pouvez que peut-être publier sans pouvoir modifier quoi que ce soit, sans pouvoir ajouter qui que ce soit ou sans pouvoir supprimer quoi que ce soit. Donc, ils sont sur la page, vous êtes sur la page, mais ils ont accès à tout, vous n'avez accès à rien du tout. Et donc, vous allez remarquer que depuis un moment, ces stories Facebook sont régulièrement infestées de contenu pornographique avec des rétroliens qui sont incrustés vers la fin, qui renvoient vers d'autres sites qui augmentent, eux, leur trafic. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vous forcent à regarder des contenus et vous rediriger vers d'autres sites qui leur permettent d'avoir, eux, leur argent grâce à l'audience que vous leur faites. Donc, voilà un peu les précisions que je voulais apporter. Je vous laisse quand même le site et les options qui s'offrent à vous, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des comptes bancaires, de la sécurité de vos adresses mail, afin que vous puissiez facilement, après, revenir, regarder et tester même vos connaissances. Vous avez la possibilité de faire un quiz pour tester votre connaissance en ce qui concerne la protection des données ou de votre vie privée en ligne. Le site, je le rappelle, c'est guide-protection-de-6 numérique.com. Donc, je reviens à mon document très rapidement. Et dans la même logique, si vous avez des données personnelles, c'est que très certainement vous utilisez Internet ou que vous vous connectez à des réseaux sociaux. Et pour aller plus loin, lorsque vous vous connectez à Internet ou que vous utilisez des réseaux sociaux, il existe ce qu'on appelle le personal branding ou la réputation en ligne, qu'il s'agisse de votre réputation ou la réputation d'une marque que vous avez l'obligation de gérer. Et cela passe nécessairement par certaines étapes. Pour réussir son personal branding, il faut se projeter et définir des objectifs. Objectifs quantitatifs et pas qualitatifs. Et qualitatifs et pas quantitatifs plutôt. Et cela passe surtout par un certain nombre de questions. D'abord, la découverte de votre marque professionnelle. Ensuite, les supports qui vous permettent de faire valoir votre savoir. Et enfin, comment communiquer avec votre savoir. Pour développer et aller plus loin, la découverte de votre marque personnelle vous permet de vous poser des questions et d'y répondre. D'abord, qui vous êtes? Quelle image vous souhaitez renvoyer aux internautes et à votre communauté ou au public en général? Quelles sont vos compétences, vos acquis et vos erreurs? Et pour finir, et avoir une meilleure idée sur qui vous êtes ou ce que le monde pense de vous, c'est vous googlisez vous-même. Tapez votre nom, prénom sur Google
et avoir une information relative à ce que vous avez saisi. Cela passe naturellement par un certain nombre d'objectifs idéaux. À part celui que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez quand vous vous connectez sur les réseaux sociaux ou que vous vous connectez sur Internet? Est-ce que vous avez des objectifs personnels ou vous avez des objectifs professionnels? Parce qu'en vous posant la question de ce que vous voulez, qu'est-ce que je veux, vous avez facilement la réponse à l'objectif que vous visez. Est-ce que vous êtes là pour améliorer votre image, parler de vous, parler de vos compétences, ou vous êtes là pour communiquer pour une entité, une institution, une administration, etc. Maintenant, pour aller plus loin, il faudrait se poser la question de savoir à qui je m'adresse. Et quand vous vous posez cette question en réalité, vous renvoyez la question à votre cible. Votre cible peut être composée de clients, de partenaires, d'employés, de fournisseurs, d'investisseurs ou d'associés. Et il est nécessaire de s'adresser de façon particulière à chaque cible pour communiquer efficacement sur vos supports. Donc, on revient à la question initiale, c'est pourquoi vous devriez travailler votre personal branding et quelle est la cible de votre personal branding. Cela passe nécessairement par des objectifs à atteindre sur le moyen ou le long terme. Parce qu'en travaillant votre personal branding, vous avez peut-être envie de vendre votre compétence à des gens. Vous avez envie peut-être d'avoir un boulot ou d'en gagner. Vous avez peut-être envie d'entrer en contact avec des gens et nouer des partenariats, ou vous voulez vendre votre expertise à des dirigeants dans le monde. Et cela passe naturellement par la présence sur quelques réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui est un réseau social essentiellement professionnel, et Twitter, qu'on peut dire élitiste, qui vous permettront de facilement atteindre les deux objectifs en question. À part le schéma qui vous permet de déterminer ce que vous voulez, celui que vous êtes, qui doit être votre cible, il y a celui du support qui vous permet de partager ou de valoriser votre savoir-faire. Et cela passe essentiellement par ce qu'on peut appeler les contenus multimédia. C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu des blogs, mais aujourd'hui, il existe beaucoup plus de facilité à exploiter des contenus multimédia, notamment soit les podcasts, soit les infographies ou les visuels, ou soit des courtes vidéos. Tout cela contribue en fait à votre culture du web et à renforcer votre visibilité. Et ce qu'il y a fondamentalement, c'est qu'en voulant partager votre savoir-faire, vous pouvez définir des éléments qui peuvent vous accompagner au quotidien, hebdomadairement ou mensuellement, en identifiant les supports en question. Ça peut être des hashtags, ça peut être des styles particuliers de mots-clés ou éventuellement des tournures ou des signatures que vous adoptez chaque fois que vous publiez les contenus en question. Avant d'arriver peut-être sur la communication essentiellement dite, lorsque vous voulez partager votre savoir-faire, ce qu'il y a fondamentalement, c'est qu'il faut créer son réseau. Créer son réseau comment? C'est déterminer le moyen de partager votre expérience, de créer ce qu'on peut appeler une interactivité avec votre communauté. Qu'on n'ait pas l'impression que vous faites du monologue, que vous venez vous partager votre expertise et que vous partez, mais qu'on ait l'impression
que les contenus que vous partagez permettent à votre communauté d'apprendre et vous permettent également de vous enrichir. Et cela passe par l'interaction. L'interaction, comment? En répondant aux commentaires, en posant des questions. Si vous n'avez pas compris certaines réponses, en partageant des liens avec des internautes qui épousent l'idée ou l'approche que vous avez abordée dans votre publication. Revenons maintenant à la communication proprement dite. Je l'avais peut-être déjà dit. Cette communication passe par votre prise en main ou votre présence sur certains réseaux sociaux professionnels. Ça peut être des réseaux sociaux qui mettent en valeur ce que vous faites au quotidien, soit LinkedIn ou soit Viadeo. Et c'est des contenus ou des éléments qui vont enrichir votre quotidien ou vont enrichir votre culture web que les gens vont découvrir. Et ceci va vous permettre au quotidien de peut-être corriger vos erreurs, vos lacunes, de créer un lien avec des gens qui embrassent le même métier que vous ou qui veulent aller à la conquête du métier que vous exercez. À part LinkedIn et Viadeo, il y a Twitter qui vous offre la possibilité d'échanger directement avec des gens en DM, de créer un réseau de personnes qui ont la même expérience que vous, que ce soit des journalistes, des leaders d'opinion, des activistes, des graphistes ou peut-être des curieux ou des jeunes amateurs. Et pour finir, en ce qui concerne toujours la communication, il faudrait avoir la présence d'utiliser certains outils au quotidien qui puissent vous permettre soit d'avoir des alertes, soit de faire la veille, ou soit faire la curation de contenu. Ça peut passer par Agorapulse, Motion ou Scission, des outils qui vous permettent facilement d'avoir des messages lorsqu'il y a une nouvelle information et vous permettent d'entrer en contact avec des gens qui exercent dans le même secteur d'activité que vous. Peut-être pour finir, à part la communication, c'est qu'il faut entretenir régulièrement sa présence en ligne. Cet entretien passe surtout par la veille que je mentionnais tout à l'heure. Rester en veille, partager vos actualités professionnelles tout en construisant votre réputation. Et ceci passe naturellement par votre curiosité, votre capacité à dépasser ce que vous connaissez, à chercher les informations qui existent de plus en plus, qu'elles soient nouvelles ou réactualisées, et surtout rester proactif ou répondre régulièrement aux sollicitations que vous avez, soit en message privé, soit en commentaire. Ceci passe également par le fait que vous soyez régulièrement mentionné. Quand on vous mentionne ou on vous identifie dans des posts, n'hésitez pas à aller regarder, à voir sur quoi porte le post ou la publication en question. Quelle est l'approche ou la démarche que vous devriez adopter? Est-ce que vous pouvez commenter? Est-ce qu'on a besoin de votre avis? Est-ce qu'en répondant, vous pourrez apporter un éclaircissement à une zone d'ombre, etc. Et tout ceci se fait généralement dans un cadre soit personnel, soit professionnel. Je m'explique. Vous avez la possibilité de gérer vous-même votre présence en ligne ou de confier cette gestion à une entité digitale qui peut être une agence de communication 360 ou une agence de communication digitale qui doit faire l'exercice
d'une présence en ligne régulière qu'il faut. Et donc, vous avez le choix de soit faire vous-même tout en poussant votre curiosité, ce qui demande beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise, ou soit confier tout simplement à des professionnels qui, au quotidien, vous, vont obtenir votre avis, vont obtenir votre validation avant de passer à la publication ou à des réactions, soit réponse en commentaire des contenus que vous avez sur votre page. Donc voilà un peu de façon résumée la petite présentation que j'ai voulu faire en ce qui concerne la vie privée et la gestion de votre présence en ligne ou votre e-réputation. Merci à toutes et à tous. Je vais regarder tout de suite les questions pour voir comment apporter des éclaircissements aux uns et aux autres. C'était, en tout cas, pour moi, très enrichissant et surtout, on a appris beaucoup de choses sur la gestion de notre vie privée surtout et notre réputation en ligne. Je pense que c'est le moment aussi de permettre, comme vous le dites, aux participants de poser leurs questions directement. Soit vous levez juste la main, on vous autorise à ouvrir votre micro pour poser vos questions directement. Et puis, vous pouvez aussi taper dans le chat ou le chat de questions-réponses pour pouvoir poser vos questions. Donc, voilà. Nous restons à votre écoute. Nous prenons les questions à partir de ce moment. Mais il faut aussi rappeler, ça c'est juste pour ajouter qu'au niveau de la communauté, c'est-à-dire au niveau de la communauté de la gouvernance de l'Internet aujourd'hui, il existe des entités qui ont des projets similaires, c'est-à-dire mais qui sont plus dans le contexte africain. Nous avons par exemple le projet Ayeta, comme vous l'entendez, Ayeta.com, qui est un projet du Nigeria qui aujourd'hui est vulgarisé, c'est compris avec des jeux qui vous permettent de non seulement scanner vos téléphones, vous permettre de changer vos mots de passe, etc. Mais il y a aussi beaucoup de mailing lists dans lesquels vous pouvez apporter vos difficultés. Je viens d'apprendre par cette présentation tout à l'heure que le marabout du web togolais a été marabouté. Dans des circonstances comme ça, la communauté passe par des contacts plus ou moins directs. Au niveau de Facebook, la communauté de la gouvernance aujourd'hui essaye au maximum ce partage de connexions, ce partage de ressources qui permet quand même de contacter l'équipe à travers une personne réelle qui existe, une personne qui est sur le continent, une personne qui peut vous authentifier, une personne qui peut vous identifier, etc. Donc, l'équipe basée au Nigeria ou au Kenya s'en charge. Donc, si jamais vous avez la possibilité de discuter avec le marabout, il peut toutefois contacter l'équipe en question pour pouvoir l'aider à retrouver ses comptes. Je jette un coup d'œil dans le chat. Il n'y a pas de questions dans le chat. Je pense que tout a été très clair. Ça aurait été plus intéressant qu'on ait des questions. Ça allait quand même nous permettre de discuter un peu plus avec Guillaume. Mais je vois quelqu'un qui vient de poster. Merci Guillaume pour la qualité de sa présentation et pour les innovations que lui et son époque apportent à la présidence togolaise veille. Donc Guillaume, si vous pouvez rappeler les outils de veille, vous avez parlé de Agora Plus. C'est Sylvain Améou. Oui, j'ai parlé d'Agora Pulse, de Mention, de Scission. OK, donc je viens de le voir dans le chat. Donc Agora Pulse, Mention et Scission.
Merci beaucoup pour ce partage. Nous avons encore quelques minutes pour les questions. Ceux qui ont des questions, parce que cette session est plus ou moins une session atelier, une session masterclass, pour pouvoir échanger surtout des difficultés que la communauté rencontre aujourd'hui. Donc, il est très important d'avoir des experts comme Guillaume parmi nous, de poser vos questions. Je vois aussi quelqu'un qui pose une question. Peut-on supprimer les données déjà envoyées sur les réseaux sociaux? Intéressant. Oui, il est possible de supprimer les informations déjà publiées sur Internet, sauf qu'elles ne se perdent pas définitivement. À votre niveau, elle n'existera pas si un hacker a accès à votre profil ou au compte sur lequel vous avez publié l'information. Il ne pourra naturellement pas avoir les informations en question, mais les propriétaires des réseaux sociaux aujourd'hui ont des serveurs ou une base de données qui stockent les informations quotidiennes. C'est pour ça qu'il y a la fameuse maxime qu'on s'attelle à employer régulièrement, qui dit que tout ce qui est publié sur Internet ne se perd pas et qu'Internet, en fait, a une mémoire. OK. Merci beaucoup. Je pense que la personne qui a posé la question a une réponse. Ce que moi je retiens, c'est que l'Internet a une mémoire qui ne s'efface pas. Il y a aussi une autre personne qui pose une question. Comment poursuivre quelqu'un qui publie vos informations sans votre avis? Ah, ça, c'est très facile, hein. Quelqu'un qui s'octroie le droit de publier des informations vous concernant, qu'elles soient vraies ou fausses, c'est une violation pure et simple de votre vie privée. Et aujourd'hui, il existe beaucoup de dispositions législatives qui encadrent ce genre de violation. Soit vous portez plainte contre la personne en question devant le tribunal de votre ville, soit si la personne appartient à un corps de métier particulièrement, peut-être un journaliste, vous pourrez aller vers l'autorité, euh, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ce que nous appelons communément la HAC, pour apporter la preuve de ce que telle information publiée par tel profil, géré par telle personne sur votre personne vous porte préjudice et que vous voulez soit avoir des explications, soit convoquer la personne pour pouvoir peut-être rétablir la vérité. Donc, il existe beaucoup d'articles aujourd'hui, je ne les ai malheureusement pas sous la main, qui précisent clairement que lorsqu'une personne publie des informations vous concernant ou relaie une fausse information vous concernant, parce que le complice aussi est considéré comme un auteur. Ça peut être la troisième, la cinquième ou la septième personne que vous avez remarqué qui partage une information vous concernant. Vous avez le droit naturellement de poursuivre cette personne qui relaie l'information en question, même si elle n'a pas été l'auteur de la première diffusion. Donc voilà la petite précision que je voulais apporter. Merci beaucoup pour cette précision. Il y a Elolo Amega Ibor qui a levé la main. Elolo, vous pouvez ouvrir le micro et poser votre question directement à notre panéliste. Elolo, vous avez la possibilité d'allumer votre micro et poser votre question directement. Oui, Elolo, ok, bah, allez-y. oui. Bonjour tout le monde. Merci Guillaume pour toutes les informations diffusées. Moi, ma question en fait, parce qu'il a parlé de RGPD, on se rend compte que les entreprises au Togo ne respectent aucunement en fait les lois liées euh, à la protection des données personnelles. Je prends juste un petit exemple.
Pour les personnes qui ont consulté les notes pour leurs frères, leurs jeunes frères et autres, par exemple pour les examens passés, ils vont se rendre compte que juste après, ils reçoivent des SMS venant des entreprises pour leur présenter les services, surtout les écoles de BTS et autres. Bon, quelles sont les dispositions aujourd'hui qui sont prises? Comment quelqu'un, un citoyen lambda qui est victime de ces messages répétés, comment est-ce qu'il peut porter plainte ou bien poursuivre ces entreprises-là? Merci. Merci, Elolo, pour la question. Souvent, dans ce contexte, il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire que avant que l'on exploite vos données, il y a certainement une fenêtre qui a été ouverte quand vous avez installé l'application ou une option qui s'est offerte à vous pour lire les conditions d'utilisation que vous n'avez pas lues. Parce que généralement, en ce qui concerne les applications, il y a les conditions d'usage qui apparaissent, qui vous indiquent ce qui pourrait être fait de vos données. Si à ce moment précis, vous êtes pressé, vous n'avez pas lu, vous avez accepté, et que c'est plus tard que vous vous rendez compte que vos données sont exploitées, ça va être compliqué de poursuivre les personnes en question. Pourquoi? Parce que vous les avez autorisées déjà préalablement à exploiter aux fins qu'ils veulent les données que vous leur avez fournies. C'est toute l'inquiétude qu'il y a régulièrement. Je vous avoue que j'ai été aussi dans le cas pendant longtemps. Avant d'installer certaines applications, étant tellement pressé, je zappe toutes les options qui s'offrent à moi pour aller directement à accepter. C'est avec le temps et avec l'actualité que je me rendais compte qu'il y a des choses importantes que je négligeais, notamment l'usage commercial qu'on peut faire des informations que je fournis, que ce soit une adresse mail, que ce soit un numéro de téléphone renseigné, etc. Et depuis un moment, ce qu'il y a fondamentalement, c'est que chaque fois que je dois installer un outil ou une application, je prends le temps, même si ce n'est pas entièrement, de lire les parties qui me semblent être suspectes. Quand je ne suis pas convaincu, je n'accepte pas l'installation de l'application en question. Et maintenant, pour revenir à la question de Elolo, les recours aujourd'hui, je crois qu'ils sont limités. Je ne saurais dire avec exactitude où on pourrait porter plainte si, par exemple, on constate que une application comme Kaba ou une application comme Zonoa qui concerne peut-être les lycéens et les collégiens exploitent à des fins commerciales mes données. Ce que je pourrais peut-être suggérer, c'est aller vers l'autorité de régulation de la communication, ARCEP, pour voir les dispositions existantes lorsqu'il y a violation de vos données personnelles. Je parlais tout à l'heure de quelques dispositions qui existent et qui permettent de poursuivre des gens lorsque des informations personnelles sont exploitées. C'est des dispositions du code pénal togolais. Et puis, il y a plusieurs dispositions. Il y a l'article 368, il y a 369, 466, 467. Et je vais peut-être vous citer l'article 467 qui dit que toute personne coupable de chantage est punie d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 3 millions de francs CFA. L'article 468 qui va plus loin, qui dit qu'il y a une peine d'emprisonnement de 5 ans si la menace reçue a un commencement d'exécution.
ou si le coupable exerce habituellement une telle activité, notamment s'il abuse des informations, exerce une pression ou épie, ou fait épier, c'est faire de la surveillance. En cas de ces genres de situations, le coupable euh, peut être porté devant la juridiction pour exiger une réclusion criminelle contre cette personne. Donc, voilà sommairement certaines dispositions qui existent, qui peuvent nous permettre de facilement engager des recours, des actions contre des personnes qui exploitent à des fins maladroites nos informations personnelles. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette réponse. Et pour répondre à la question de Elolo, il faut dire que je crois qu'il y a quelques mois, le décret a été finalement signé pour la mise en place de l'agence qui va mettre en œuvre la loi sur la protection des données au Togo. Donc, c'est l'instance en question que tout le monde attend depuis. Mais en attendant, je pense que, comme Guillaume l'a dit, le régulateur reçoit les plaintes et il y a aussi le médiateur de la République. C'est très intéressant parce que moi-même, je l'ai découvert tout récemment que le médiateur de la République est habilité à recevoir ce genre de plainte aussi. Donc, il est très important de tester la loi. Je crois, je l'ai dit hier, d'aller vers ces juridictions parce que dans la dernière étude que j'ai publiée en main, ils ont dit, ces deux institutions ont dit clairement que voilà, ils n'ont jamais reçu de plainte en question. Et je pense qu'il est très important de pouvoir s'approcher de ces institutions pour avoir plus d'informations, surtout au niveau de ces publicités, au niveau de ces menaces, au niveau de ces phishing, etc. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce partage. Je vais essayer de refaire un tour dans le chat. Je vois Noël qui nous a laissé un message. Il dit généralement, les entreprises font appel à des prestataires extérieurs pour gérer l'envoi de ces spams. L'entreprise installée au Togo peut ne pas avoir des données. Dans ce cas, qui poursuivent et où? Intéressant la question. Elle est très intéressante. Du coup, Guillaume, la question est à vous. Il dit l'entreprise installée au Togo peut ne pas avoir les données. Dans ce cas, qui poursuivent et où? Je crois qu'à partir du moment où l'entreprise est votre interlocuteur immédiat, il faut déjà commencer par poursuivre l'entreprise, puisque c'est l'entreprise qui a engagé un prestataire qui gère les informations en question. Donc, la question peut-être du tuteur ou de l'auteur de, comment dire ça, de la collecte d'informations se pose. Et s'il y a une information qui a été collectée à partir du site de noeltadegnon.com, d'abord, on s'attaque à l'auteur du site, qui est Noël. Et c'est peut-être dans le process qu'on va découvrir que les données collectées sont gérées par Emmanuel Vitus, qui a une société qui s'appelle Arcep ou Internet Society, je ne sais pas, c'est des exemples, hein. Même si Internet Society n'est pas une société qui collecte des données. Et donc, la question qui se pose tout de suite, c'est de savoir qui est votre interlocuteur direct. Si c'est Noël et que c'est sur le site de Noël que l'info a été collectée, je crois qu'il y a une fuite de responsabilité quand on vous redirige vers une société pakistanaise ou indienne qui a collecté l'information, puisque elle n'est que prestataire de vous qui êtes Noël et qui êtes propriétaire du site en question. Donc, je crois que c'est peut-être moi l'approche de solution que j'envisage, même si ça semble un peu flou et si c'est certainement fait à dessein pour brouiller les pistes, créer une société à Lomé. Je crois qu'il y a eu un souci de ce genre, même si ça ne concernait peut-être pas
comment dire ça, notre existence sur Internet. Il y a eu un souci avec Gozem dernièrement où il était question de savoir qui était responsable de qui, puisqu'il y avait une signature avec les chauffeurs ou les conducteurs. Et quand l'incident s'est passé, Gozem a voulu se dédire, mais ça les a rattrapés puisque justement, c'est eux qui ont engagé le chauffeur et le chauffeur ne travaille que pour eux. Donc, la responsabilité est tout de suite établie parce que vous êtes le tuteur ou l'auteur du support qui crée le dommage à l'internaute ou à la personne que vous avez en face. Donc, je crois que c'est peut-être ça ma contribution. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette contribution. Mais avant de répondre à la dernière question, il y a une deuxième main qui était levée. Olivier, qui voudrait faire une contribution. Olivier, vous avez la parole. Ensuite, on va répondre à la dernière question. Et je crois que nous sommes encore dans les limites du temps. Donc, Olivier, vous avez la parole. Le micro d'Olivier n'est pas ouvert. Olivier, normalement, vous êtes autorisé à ouvrir votre micro. Essayez de l'ouvrir et parler directement, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup. Je viens d'avoir donc mon micro activé. Bonjour à tous, à mes frères au pays. Et comme je le disais, c'est juste pour apporter quelques contributions à ce débat. Je suis de très près par le chat. Je suis connecté sur mon ordinateur qui n'a pas de webcam et sur mon téléphone où je peux justement parler plus aisément. Donc, j'ai le temps de passer sur des sites web et puis copier des liens que je partage. Je voudrais commencer par le droit à l'oubli que le docteur Amessinou a avancé comme argument pour tout effacer, effectivement. Par tout utilisateur a le droit, effectivement, de demander à ce que toutes ces traces soient effacées localement et internationalement. Mais chez nous au Togo, il faut dire effectivement que c'est maintenant que la loi a été votée et après que la loi soit votée, il faut mettre en place une institution qui gère cela. Au Sénégal, ça s'appelle la Commission pour la protection des données personnelles. Au Togo, ils ont trouvé un nom plus compliqué qui est IPCDP ou quelque chose comme ça, qui est en construction. Notre organisation esthétique a été contactée pour y envoyer un représentant parce que effectivement, voilà une commission qui se prépare à être inclusive et multi-stakeholder. Voilà. Et ce sont des combats que nous avons menés de longue durée qui sont en train d'aboutir à là. Donc, dans les textes, il est mentionné le droit à l'oubli. Mais ce n'est pas encore mis en œuvre puisque l'institution qui doit contrôler ça n'est pas encore faite. Sinon, les histoires de protection de données, c'est en fait une mise en conformité des entreprises. Il y a un certain nombre de conformités pour, par exemple, utiliser le système de vidéosurveillance que nous avons l'habitude de voir installé un peu partout. Les gens n'ont pas le droit, en principe, de nous filmer partout comme ça, sans avoir l'autorisation d'une autorité de contrôle. Voilà des choses qu'il faut mettre en place. Mais pour le moment, c'est vrai que il y a une cellule à l'autorité de régulation qui s'occupe de ça. Pour le moment, il ne fait que cumuler pour remettre après le dossier à l'institution là en cours. Mais je pense que l'ISOC doit déjà aussi œuvrer à, quand il y a ces informations là, approcher pour leur dire que nous sommes là, nous avons besoin de participer à ces débats. Voilà les combats que nous menons au Sénégal, par exemple, à l'ISOC. L'ISOC est écouté par l'État. L'ISOC au Sénégal, on se réfère à l'ISOC pour prendre toute décision sur le développement du numérique au Sénégal. Et nous sommes plein de Togolais ici à participer parce que nous avons commencé tôt. Il y a 25 ans que notre pays a été connecté à l'Internet et moi, j'étais parmi les premiers déjà à utiliser. Donc aujourd'hui, j'ai capitalisé tout ça et que je ne peux pas vendre au Togo parce que les Togolais, ils n'ont jamais confiance en leurs prophètes. Et voilà, de loin, je vous donne des recommandations et il faut patienter, il faut travailler surtout dur et être volontaire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, doyen, pour cette contribution. Et je pense que mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'il y a des avancées, il faut le souligner. Et comme vous le dites, l'agence essaye au maximum d'être multi-stakeholder, c'est-à-dire multi-acteurs. Donc, c'est déjà, et vu que la société civile, la communauté est appelée à contribuer dans cette agence, je pense que c'est déjà des avancées qu'il faut souligner. Et je pense qu'avec les présentations qu'on vient d'avoir tout à l'heure, on peut commencer le ménage chez nous-mêmes d'abord. Ensuite, on va avancer. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Je ne sais pas si le panéliste peut nous donner, parce que c'est la dernière session de ce forum, si vous pouvez nous donner 5 minutes de plus pour répondre aux questions. Je ne sais pas votre emploi du temps actuel, mais ça me fera vraiment plaisir. Pas de souci, hein, je crois que c'est un partage d'expérience. Je considère ça plus comme un partage d'expérience plutôt qu'une formation. Donc, toutes Merci les autres pour, questions sont les bienvenues. J'apporterai ma merci pour contribution cette autant fausse que je peux. modestie. Merci pour cette faute modestie, mais bon, on l'accepte. Il y a Gisèle, il y a Gisèle qui a posé une question. Elle voudrait savoir, en tant que garant de la présence du gouvernement sur le web, je ne sais pas si vous êtes autorisé à parler de votre métier, est-ce que vous avez des projets ou des propositions afin de sensibiliser la jeunesse, surtout en milieu scolaire, pour aider les jeunes pour une navigation sécurisée sur le web? Vous avez la possibilité de répondre ou pas, parce qu'on vous a invité, pas en tant que social manager du gouvernement, mais en tant qu'expert dans le domaine. Non, ça ne pose pas de problème. Je crois d'ailleurs avoir répondu déjà dans le chat où je disais qu'il y a de petites actions qui sont menées notamment par le ministère des droits de l'homme et de la formation civique qui sensibilisent soit de façon virtuelle sur ces canaux sociaux ou soit sur le terrain à travers des, des visites de classe et des distributions de livres, notamment le livre appelé La citoyenneté numérique, je crois écrit ou coécrit avec le ministre en question, le ministre de tutelle des droits de l'homme et de la formation civique, qui sont distribués régulièrement dans les écoles et les lycées afin de sensibiliser les jeunes élèves et lycéens sur les usages plutôt qu'il faut faire avec Internet, les usages utiles naturellement, et éviter de tomber dans certains pièges qui existent aujourd'hui et que l'on connaît, nous qui avons eu l'expérience ou avons eu déjà la chance de côtoyer des gens qui ont attiré notre attention sur les dangers qui pouvaient exister. Ok, merci beaucoup. Il y a une question de Amen Galé qui voulait savoir où l'on pouvait trouver le livre. Le livre existe déjà directement au niveau du ministère en question. Je pourrais peut-être, de façon officieuse, après cet échange, vous mettre en contact avec l'un des responsables, Freddy, qui pourrait mettre le livre à votre disposition si vous en avez besoin. Je crois que le livre, d'ailleurs, est distribué gratuitement, hein. Le livre est distribué gratuitement dans les écoles et les lycées, de façon à permettre aux jeunes apprenants qui s'intéressent de plus en plus à l'univers du numérique, des gens qui n'ont pas encore 18 ans et qui ont déjà des comptes TikTok, qui ont déjà des comptes Instagram, de savoir quel usage il faut faire de ces réseaux sociaux afin de ne pas tomber dans les basses besognes des gens mal intentionnés. Il y a eu une réaction de Noël, voilà, en ce qui concerne sa précédente question, que j'ai failli ne pas lire, qui dit que les entreprises qui offrent ces services disposent d'une base de données enrichie de plusieurs sources. Vous commandez la diffusion d'un message et vous donnez votre cible. Ce n'est pas forcément l'entreprise togolaise qui commande la diffusion des spams qui collecte forcément nos données. Donc, c'est pour répondre à l'inquiétude formulée tout à l'heure en ce qui concerne une entreprise togolaise qui collecte votre information par le biais
d'une autre entreprise à Singapour qui travaille pour l'entreprise togolaise. Voilà quelques précisions qui sont apportées. Merci beaucoup pour euh, cette précision. Désolé de répéter le mot précision. Merci beaucoup pour cette précision et cette réponse. Que voilà, il y a un travail qui se fait, c'est-à-dire, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Il a été souligné à plusieurs reprises depuis la discussion d'hier sur le travail de Internet Society. Je pense que nous sommes pour la plupart membres d'Internet Society et je pense que le bureau a contribué énormément à l'organisation de ce forum. Donc, on espère bien que voilà, le travail va continuer et que voilà, ils vont s'engager surtout à accompagner le gouvernement dans ce sens parce que l'État se limite généralement dans un rôle régalien. Donc, il est très important voilà, que la société civile arrive à accompagner l'État dans ce sens. Merci beaucoup, Olivier, pour la contribution. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense que ça a été vraiment un très bon partage. Et ce que moi, je retiens personnellement, c'est que voilà, l'éthique doit commencer par nous-mêmes avec ce que nous mettons en ligne et aussi savoir nous protéger en ligne. C'est le plus important que moi, je retiens de cette conversation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. On espère vivement t'avoir encore un peu plus dans nos ateliers, dans nos forums à venir. Merci beaucoup et à très Merci bientôt. également à vous pour l'invitation. Je me rendrai disponible autant que faire se peut. J'étais un peu partagé entre trois activités aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas pu assister à tous les échanges, mais j'ai quand même assisté à une partie des interventions de Noël Tadéon et de celui qui est venu juste après lui, avant de partir et de revenir. Je crois que si vous avez des doléances, vous avez envie de contribuer à l'amélioration de l'environnement numérique au Togo, nous sommes peut-être les petits visages que vous connaissez sur la toile. Et donc, vous n'hésitez pas à venir vers nous, à attirer notre attention sur un certain nombre de choses. Euh, L'objectif, c'est de faire en sorte que chacun puisse, ou le commun des mortels puisse bénéficier autant que faire se peut de notre expérience, d'améliorer au fil du temps les conditions d'accès ou d'usage au numérique de nos frères et sœurs qui viennent avant ou qui viendront après nous. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter à la communauté ISOC. Merci encore une fois pour la qualité des échanges, pour les questions. Je vois de plus en plus de réactions et je suis d'autant plus content parce que ce ne sont pas des occasions qui se présentent régulièrement. Merci surtout pour l'invitation et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Je vois Olivier qui continue la discussion, mais bon, je pense que l'essentiel a été retenu et on espère bientôt te revoir. Merci infiniment. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette session, qui est également la dernière session de ce 9e forum sur la gouvernance de l'Internet. Nous sommes en ce moment même en train de préparer le communiqué final avec les recommandations des discussions et des panels qu'on a eus depuis hier. Et ces recommandations-là seront disponibles d'ici lundi sur le site de l'IGF. Ces recommandations seront accompagnées du rapport pour les différents acteurs, notamment le régulateur, le ministère de tutelle, la communauté technique, la société civile, les universitaires et tous ceux qui ont participé aux discussions de ce forum. Une fois encore, ça a été vraiment un plaisir.